Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 22 juillet. Le gala Fightheads Monaco à la Salle des Étoiles, un rendez-vous important pour l'association monégasque engagée dans la lutte contre le sida. La Coupe du monde féminine de football vient de débuter en Nouvelle-Zélande et en Australie et connaît un fort engouement. Nous rejoindrons à Sydney Vanessa Tomaseski. Elle est créatrice de contenu dans le sport et partagera avec nous l'ambiance qui règne sur place. Nouvelle soirée de record au Stade Louis II à l'occasion du meeting d'athlétisme Herculis EBS. Nous ferons le point sur l'ensemble des performances réalisées hier soir. Puis le coach sportif Yann Soren-Cabioche viendra nous donner quelques conseils et les bons gestes à adopter dans la pratique du sport en ces fortes chaleurs. C'est un rendez-vous qui s'est imposé dans le calendrier estival de la Principauté. Un rendez-vous ô combien important pour Fightheads Monaco puisqu'il permet de financer ses actions tout au long de l'année. Le gala de l'association a eu lieu vendredi soir à la Salle des Étoiles avec au programme un hommage musical à Michael Jackson et une tombola. Je vous propose d'écouter la présidente de Fightheads Monaco, la princesse Stéphanie, au micro de Sandrine Nègre. C'est une manière de remercier aussi nos donateurs qui nous suivent depuis de nombreuses années et aussi en espérant en convaincre d'autres de nous suivre et surtout de ne pas oublier la cause et que même si c'est une cause qui est assez lourde et voilà pas facile non plus à gérer, de montrer qu'on peut le faire d'un côté festif en parlant et en attirant l'attention sur les gens que le VIH est toujours là. Mais c'est important de montrer qu'on est là et surtout de récolter des fonds pour l'association et pour que la maison de vie. Voilà. Important aussi de rappeler le message de sensibilisation que martèle Fightheads Monaco depuis sa création, car en 2022, près de 39 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, 800 000 en sont décédés. Pourtant, les traitements existent, la lutte a besoin d'un nouveau souffle après l'épidémie de Covid-19, comme nous l'explique le docteur Bruno Taillant. Le Covid a entraîné une illisibilité de la lutte contre le sida et on continue à l'heure actuelle à se contaminer, on continue à l'heure actuelle à mourir du sida, alors qu'on a tous les traitements, on a tous les outils pour prendre en charge le sida, pour prévenir la contamination. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est juste une question de volonté. Il faut vraiment qu'on soit unis entre tous les pays au niveau mondial et on a tout ce qu'il faut pour enfin atteindre les buts de l'ONU-SIDA en 2030, c'est-à-dire éradiquer l'infection. Il faut trouver un second souffle, il faut trouver un élan qui va nous permettre de combattre efficacement. Et le seul moyen de combattre efficacement le sida à l'heure actuelle, puisqu'on a tous les outils, c'est le dépistage. Et le dépistage élargi. Il faut se dépister. Se dépister, c'est se rassurer. Se dépister, c'est être responsable. Se dépister, c'est protéger les autres. Se dépister, c'est se traiter précocement. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera à éradiquer l'épidémie. Voilà ce que nous pouvions dire donc sur le gala Fightheads Monaco et les actions de l'association monégasque que vous pouvez continuer de soutenir via son site internet fightheadsmonaco.com. Retour à présent sur cette magnifique soirée d'athlétisme au Stade Louis II hier. Le meeting Herculis EBS aura tenu toutes ses promesses avec de superbes batailles sur la piste et une pluie de records. Le résumé complet de la compétition est signé Yannick Debever et Olivier Bonello. 30 degrés, 54% d'humidité, c'était une bien belle soirée d'été, devenue finalement soirée historique. En hommage au centenaire du prince Régnier III, ce 37e meeting Herculis démarre sur un défilé des voitures de collection princière. Le prince souverain, comme à son habitude, est là pour assister à ce qui est la 8e étape de la Wanda Diamond League. Dès la première épreuve, le spectacle est au rendez-vous. La course la plus attendue, le 400 mètres haies masculin, oppose le recordman de la discipline Karsten Warholm au champion du monde en titre Alisson Dos Santos. Et au final, c'est le Norvégien qui se montre le plus impressionnant, auteur de la meilleure performance mondiale de la saison en 46 secondes 51, synonyme de record du meeting. À un mois des championnats du monde de Budapest, il devance de plus d'une seconde Dos Santos, qui signait là son retour à la compétition cette saison après une opération du ménisque cet hiver. I'm so grateful to be back. I'm just really happy. I just want to enjoy the track, just gonna get ready for Budapest and then fight for my title there. This was my last race before the World Championships. It was important to win like that. And there are other guys also that will fight about the medal.
But you know, I'm showing muscles, showing that I'm here to fight, and it feels good for me. C'est donc Warholm qui ouvre la valse des records à Herculis. Au total, ce sont 25 records qui sont tombés lors de cette soirée au Louis II, dont 3 du meeting. Après le 400 mètres haies, c'est le 100 mètres haies féminin qui voit l'américaine Nia Ali signer devant ses 3 compatriotes la meilleure performance mondiale de la saison en 12 secondes 30. Les records du meeting, c'est bien, mais les records du monde, c'est encore mieux. Et la Kenyane Faith Kipyegon s'est alignée sur le mile avec pour unique but de battre la marque de Sifan Hassan réalisée ici même en 2019. Plus que battre, la double championne olympique du 1500 mètres explose le temps de référence de 5 secondes et parcourt les 1609 mètres en 4 minutes 7 secondes et 64 centièmes. I'm so happy, especially running a world record today here in Monaco, and that world record. And this is amazing. This is the best place to break the records. Last year I missed a bit, I don't know where, but yeah, I was still laid up and knowing that one day, one time I will break the world record in 1500. But I knew I could break here. But yeah, unfortunately I broke in Florence, and I'm happy to have broke the world record 1 mile here. L'équipe de France d'athlétisme était à la fête à Monaco puisque sur 5000 mètres, Jimmy Gressier a établi un nouveau record national. Le Boulonnais a couru en 12 minutes 56 secondes et 9 centièmes, battant ainsi une référence vieille de 23 ans. Et puis, Ludwig Vaillant a créé la surprise aux 400 mètres haies en terminant 4e, améliorant son record personnel de 40 centièmes, ce qui le fait passer sous la barre symbolique des 48 secondes. Cette joie, c'est enfin la barrière des 48 qui a sauté. Vraiment content. C'est le fruit d'un travail. Là, je pense que ça m'a préparé mon talent à mon coach. Donc on savait que la performance aurait été là. C'est juste une question de temps. Maintenant, on va retourner au boulot. Un meeting plus que réussi. Un meeting où j'ai pris énormément de plaisir. Minima pour les Jeux, minima pour les championnats du monde, record de France. J'ai coché tout ce que je voulais venir chercher aujourd'hui. Donc je suis vraiment très très content. Et plus largement, la francophonie était à l'honneur avec la victoire au triple saut de Hugues Fabrice Zango. Sur son tout dernier essai, le Burkinabé a sauté à 17,70 m, soit 3 cm de plus que le grand espoir mondial du triple saut et meilleur performeur de la saison, Jayden Hibbert. Aujourd'hui, la stratégie, c'était clairement de pouvoir marquer quand même son territoire, être présent et pour les championnats du monde. Mais comme vous l'avez vu, le concours a été très très difficile pour moi. J'ai vraiment lutté pour aller chercher ce dernier saut à 17,70 m et gagner le concours. Et donc ça s'est joué à un rien du tout. Dans cette soirée monégasque, il y a aussi eu des déceptions dans le public du Louis II. Au saut à la perche, on attendait un nouveau record d'Armand Duplantis, mais finalement, le champion olympique n'est pas parvenu à sauter 5,92 m, laissant ainsi la victoire à l'américain Christopher Nielsen. L'épreuve reine de l'athlétisme, le 100 mètres, a été dominé en 9 secondes 92 par le Kenyan Ferdinand Omanyala. Le Kenya, vainqueur également en 800 mètres et 3000 mètres steeple masculin grâce à Wycliffe Kinyamal et Simon Kush. Le 400 mètres féminin était un sprint de folie avec les 5 premières sous les 50 secondes et la victoire de Kaczmarek en 49,63. Enfin aux 200 mètres, Shericka Jackson a écrasé la concurrence pour s'affirmer encore un peu plus comme la favorite aux mondiaux de Budapest. Dans les autres concours, la jeune italienne de 21 ans, Ia Piccino, a remporté la longueur avec un saut à 6,95 m, son record personnel. Nicolas Hollislagers a été couronné à la hauteur grâce à une barre franchie à 1,99 m. Enfin, au javelot homme, le vice-champion olympique en titre Jakub Vadlec l'a emporté grâce à son premier lancer à 85,95 m. Organisation, météo, performance et spectacle, tous les ingrédients étaient réunis ce vendredi 21 juillet à Monaco pour signer un meeting Herculis une nouvelle fois historique. La Coupe du monde féminine de football a débuté le 20 juillet dernier en Australie et en Nouvelle-Zélande. Forte affluence dans les stades pour supporter les différentes équipes engagées. La France entrera elle en compétition dimanche contre la Jamaïque. Allons prendre justement le pouls sur place. Bonsoir Vanessa Tomaszewski.
Bonsoir. Vous êtes fondatrice du champion du Digital Community Manager Sport. Vous êtes actuellement à Sydney pour suivre cette Coupe du Monde. Racontez-nous l'ambiance qui règne actuellement. Je suis arrivée à Sydney il y a 3 jours, donc j'ai eu la chance d'aller au premier match d'ouverture, parce qu'il faut savoir que la Coupe du Monde féminine est en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc il y a eu un match d'ouverture en Australie, entre l'Australie et l'Irlande. Il y avait plus de 72 000 personnes au stade, c'était incroyable, l'ambiance était phénoménale. C'était un record d'affluence pour un match de football féminin. Ouais, c'est un record d'affluence pour un match de foot féminin en Australie. Il y avait vraiment une super ambiance. Il y avait pas mal d'Irlandais aussi qui étaient présents et comme on le sait, pour les avoir reçus à l'Euro 2016 notamment, les Irlandais, c'est des super fans, ils font beaucoup de bruit, donc c'est vrai que c'était top. Est-ce que vous êtes surprise par cet engouement ? Non, mais en fait, pour avoir suivi la Coupe du Monde féminine en France en 2019, c'est vrai qu'il y a un super engouement des Australiens. Et alors, faut savoir qu'ici en Australie, c'est l'hiver. Et ce qui est marrant, c'est qu'on les repère assez facilement, tous les fans australiens, chez eux dans Sydney, parce qu'ils ont tous le bonnet jaune et vert. Et même dans la ville, en fait, on le ressent vraiment qu'il y a une Coupe du Monde. De partout, il y a des panneaux de la Coupe du Monde. Même sur les devantures, ça m'a marqué particulièrement. Sur les devantures, il y a beaucoup les joueuses sont beaucoup mis en avant, les Matildas, comme ils les appellent, les joueuses de l'Australie. Et qui sont les spectateurs sur place que vous avez pu rencontrer ? Vous nous avez dit les Irlandais tout à l'heure. Je pense que c'est le public foot féminin, Coupe du Monde féminine, c'est beaucoup des familles, des jeunes, beaucoup de jeunes filles aussi. Ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une très bonne ambiance. Il y a une ambiance qui est assez bonne enfant et c'est plutôt un public plus jeune, je pense que plus jeune et plus familial que la Coupe du Monde masculine. Et vous qui avez joué au football, comment on vit l'événement en tant qu'ancienne joueuse ? Du coup, moi, c'est incroyable parce que j'aurais jamais pensé être là en Australie. Déjà parce que j'ai peur de l'avion, donc c'est vrai que ça a été un vrai challenge de se faire les 24 heures d'avion et puis pouvoir suivre une Coupe du Monde à l'autre bout du monde sur un autre continent. Franchement, c'est incroyable et au-delà des matchs de foot, on découvre aussi d'autres cultures. On rencontre plein de fans du monde entier et vraiment, il y a cette ambiance Coupe du Monde qu'on peut voir nulle part ailleurs que dans des grandes compétitions, quoi. Et aujourd'hui, vous relayez ça sur vos réseaux, c'est ça ? Ouais, du coup, mon compte s'appelle Champion du Digital, champion avec un S à la fin. Et du coup, ça fait 6 ans et demi que je suis sur les réseaux. Donc, je montre les coulisses des événements sportifs, principalement le foot, puisque c'est ma passion. Je fais des interviews de joueurs, de joueuses. Je raconte justement les histoires des fans. Donc là, j'ai fait pas mal d'interviews avec des fans, notamment irlandais, australiens, il y a 2 jours. Et donc, j'essaie de mettre en avant tout ça sur mes réseaux, oui. Vanessa, l'équipe de France fera son entrée en compétition dimanche face à la Jamaïque. Est-ce que les Bleus ont tous les ingrédients pour aller chercher le titre ? Je l'espère. Je pensais à un parallèle avec l'équipe de France masculine pour la Coupe du Monde au Qatar où on les voyait pas forcément aller jusqu'en finale parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Là, il y a pas mal de blessés aussi pour l'équipe de France féminine. Il y a Amandine Henry qui a été blessée, Delphine Cascarino. Mais je pense qu'elles ont cette grinta et cet esprit d'équipe qui fait que on peut aller très loin quand on a le bon esprit et moi j'y crois, je pense qu'elles peuvent aller loin. Et l'arrivée d'Hervé Renard peut apporter un nouveau souffle aussi à l'équipe ? Ouais, je pense que de ce qu'on voit de l'extérieur, je trouve qu'il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance, un bon esprit d'équipe et ça c'est hyper important pour une compétition comme ça, surtout quand il y a un collectif qui va être prêt. L'idée, c'est de rester 1 mois, en fait, sur la compétition. Donc, faut vraiment s'entendre. Et je pense qu'il a l'expérience aussi, alors du foot masculin, mais c'est pareil, ça reste du foot, des grandes compétitions, et notamment d'une Coupe du Monde auquel il a participé il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Donc, je pense que ça peut faire la différence. Dernière question, Vanessa. Est-ce que vous avez un pronostic pour cette Coupe du Monde ? Est-ce que les États-Unis de Megan Rapinoe peuvent faire le triplé ? Alors déjà, elles nous ont éliminés en quart de finale. C'était dur sur la Coupe du Monde féminine en France. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Je n'ai pas refait les calculs. Je ne sais pas s'il peut y avoir une finale France-États-Unis, mais ce serait beau quand même pour l'histoire qu'il y ait une finale France-États-Unis, si c'est possible au niveau du tableau. De la compétition et que nous, on gagne en finale. Je pense que c'est ça surtout, c'est que la France aille le plus loin possible et surtout si on arrive en finale, la gagner.
Bah, c'est ce qu'on espère en tout cas. Merci Vanessa d'avoir été avec nous depuis Sydney. Profitez bien de cette Coupe du Monde en Australie. Merci et allez les Bleus. De l'Australie, direction la région de Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Lewis Hamilton a décroché la pole aujourd'hui lors des essais qualificatifs. Il devance de 3 millièmes de seconde Max Verstappen. Charles Leclerc signe lui le 6e temps. Le Monégasque n'était pas forcément content à l'issue de la séance. À noter que ces qualifs étaient marqués par le test d'une nouvelle allocation de pneus. Les pilotes bénéficiaient que de 11 trains de pneus contre 13 habituellement. En Q1, il a été obligatoire d'utiliser la gomme dure, en Q2 la médium et en Q3 la plus tendre. Cette formule a été souhaitée par la Formule 1 afin de réduire son impact environnemental, mais elle ne convainc pas tous les pilotes. Amis sportifs, le thème qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ces fortes chaleurs, difficile de pratiquer du sport normalement. Il faut adapter ses séances et ne rien négliger pour ne pas basculer dans le rouge. Oui, mais comment ? Yann Soren-Cabioche est coach sportif. Il est avec nous ce soir pour donner quelques conseils et les bons gestes à adopter. Bonsoir Yann Soren-Cabioche. Bonsoir Émilie. Pratiquer un sport quand il fait chaud, est-ce que c'est compatible ? C'est compatible, mais voilà, il y a quelques règles à respecter si on veut que tout se passe bien. Donc voilà, premièrement, peut-être essayer d'éviter les heures de grosse chaleur. Donc essayer de plutôt pratiquer en matinée ou en fin d'après-midi peut-être. L'hydratation, j'imagine, c'est la première chose à adopter ? Oui, effectivement, bien s'hydrater avant et pendant l'effort. Et après aussi pour bien récupérer voilà, toute l'eau qu'on a dépensée pendant la séance. Il paraît que porter des vêtements clairs aussi, ça aide à supporter cette chaleur. Oui, ça aide en effet, porter des vêtements un peu plus clairs plutôt que du noir ou du bleu marine qui attire un peu plus la chaleur, ça peut aider en ces périodes de forte chaleur. Et on y pense peut-être un peu moins, mais protéger sa peau également. Yann Soren, c'est un conseil que vous donneriez aussi aux sportifs ? Oui, même si on n'est pas à la plage, le soleil il tape très fort, donc un peu de crème solaire, ça peut ne pas faire de mal. Est-ce que l'on peut adapter son entraînement à la chaleur et ce en toute sécurité ? Bien sûr, on peut adapter son entraînement, peut-être mettre un petit peu moins d'intensité ou mettre plus de temps de repos. Mais voilà, essayer de se reposer dans des endroits si on trouve à l'ombre, plutôt que de rester au soleil pendant toute la durée de l'entraînement. Est-ce qu'il y a des exercices que vous nous conseilleriez ? Est-ce qu'on évite le cardio ou on le garde un petit peu dans sa séance ? Mais tout dépend après si on est habitué, si peut-être on pratique le sport depuis un peu plus longtemps, on a un niveau confirmé, le cardio peut rester dans la séance. Mais voilà, si on est débutant ou voilà, qu'on n'a pas trop l'habitude de faire monter le rythme cardiaque avec une période de forte chaleur comme ça, c'est peut-être pas trop conseillé, peut-être plus se pencher sur du renforcement musculaire ou des choses comme ça. Est-ce qu'on adapte aussi son alimentation quand il fait chaud et quand on pratique du sport ? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont bénéfiques ? Après ça c'est surtout au ressenti de chacun, mais voilà, si on prend un gros plat de pâtes avant l'entraînement, ce qui est conseillé normalement, on va peut-être se sentir un petit peu lourd, donc peut-être privilégier les salades avec un petit peu de protéines et les fruits en dessert pour bien s'hydrater aussi. Et Yann Soren, est-ce que vous, avec vos clients, vous constatez qu'il y a un peu moins de pratique ? Est-ce que vous adaptez aussi par rapport aux horaires ? Vous êtes beaucoup plus vigilant, j'imagine ? Oui, j'essaie de privilégier le matin surtout. Peut-être avant le travail et voilà, quand je peux aussi après le travail, c'est forcément un petit peu plus logique avec ces périodes de chaleur et puis plus confortable aussi pour le pratiquant. Et avant tout, il faut connaître ses limites. Voilà, connaître ses limites et si on sent qu'on a un petit coup de mou, qu'on commence à avoir des vertiges ou qu'on commence à devenir un petit peu pâle, voilà, s'asseoir à l'ombre, peut-être s'hydrater, se mouiller la tête aussi, très important et voilà, ne pas forcer inutilement. Idéalement, on peut terminer sa séance en mer. En mer avec un petit plouf, voilà, ça fait toujours plaisir. On a la chance d'avoir la mer à portée de main, donc ne pas hésiter. Merci beaucoup Yann Soren-Cabioche. On le rappelle, vous êtes coach sportif sur Monaco. Merci pour tous ces bons conseils. Merci à vous Émilie. Les commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III se poursuivent à Monaco. Elles mettent en valeur la personnalité de celui qui régna en principauté pendant plus de 55 ans. Ses engagements, mais aussi ses passions. En début de semaine, nous vous avons présenté l'exposition Régnier III, le prince bâtisseur, une ambition pour Monaco. Ce soir, coup de projecteur sur un prince chez lui, réalisé par les archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco, et proposé donc sur le Rocher. Visite guidée avec Sandrine Nègre.
Dès les premières minutes de la visite, votre attention sera très certainement, comme la nôtre, interpellée par une très belle voix, celle du prince Régnier III. Et je crois que son héritage de 7 siècles lui confère une renommée, un prestige qui l'agrandit au-delà de ses frontières naturelles. Car l'exposition propose des photographies, mais aussi des éléments audiovisuels pour nous plonger dans des interviews qui nous permettent d'entendre le prince Régnier III. Le prince chez lui, c'est découvrir au fil de ses pièces un souverain, oui, mais qui fut d'abord un petit garçon, un frère, un jeune homme, puis un prince, un chef d'État, un mari, un père, et pas seulement. Victor Hugo a écrit « L'art d'être grand-père », une phrase qui peut aussi décrire le prince Régnier III, comme en témoigne cette jolie photographie. Le prince Régnier va peut-être se révéler à certains qui ont connu le prince Régnier, qui ont connu peut-être certains aspects de son existence, de son œuvre, d'homme public, de prince ayant œuvré pendant 56 ans pour son pays, pour le faire prendre au sérieux, pour le remodeler, pour le préparer à la modernité du XXIe siècle. Mais peut-être certains connaissent moins les aspects liés au palais. Le palais a été évidemment sa résidence publique, le lieu d'ostentation de la monarchie, le lieu symbolique de son pouvoir, mais aussi son lieu de résidence. C'était d'ailleurs son lieu de naissance. Accession au trône, nouvelle constitution, travail avec ses collaborateurs, passion pour l'automobile et la sculpture, sa vie au palais, mais aussi dans sa maison de Rocagel et au château de Marché, sans oublier les célébrations avec les monégasques. Tout, vraiment tout est intéressant. Toutes les légendes qui accompagnent les photos portent la marque, le témoignage, la parole du prince Régnier qui ajoute un éclairage différent. Donc c'est aussi quelque part aussi un peu le prince par lui-même qui commente les photos de sa personne. Le prince chez lui à découvrir jusqu'au 20 août au Palais Princier, une exposition qui permet aussi aux nouvelles générations qui n'ont pas connu le prince Régnier III d'en savoir plus sur ce prince qui a tant fait pour Monaco. Autre idée, sortie Monet en pleine lumière au Grimaldi Forum. L'exposition rassemble une centaine de tableaux de l'artiste et explore les séjours de Monet sur la Riviera à un moment charnière de son existence. Déjà 30 000 visiteurs ont découvert cette exposition qui présente des pièces rarement dévoilées au public, à découvrir jusqu'au 3 septembre prochain. Jetons un coup d'œil à présent sur vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Dimanche, le temps qui s'installera sera clair, mais durant l'après-midi, le ciel se couvrira du côté du thermomètre. Les températures seront comprises entre 21 et 27 degrés. L'eau de mer sera quant à elle à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 6h07 et se couchera à 21h05. Demain, nous fêterons les Brigitte. Oui, et pensez bien à vous hydrater en cette période de canicule. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les plus beaux clichés du meeting Hercules EBS. Photo signée ce soir Manuel Vitali et Stéphane Dana. Excellent week-end à tous sur Monaco Info et à demain, 20h, pour le best-of de la semaine.